Cet épisode vous est présenté en partenariat avec Nuvei. Je suis ravi de m'associer à eux parce que leur approche du paiement correspond exactement aux enjeux dont on parle ici. Nuvei, c'est une plateforme qui donne accès à plus de 700 méthodes de paiement à travers le monde. Mais surtout, c'est une équipe et une technologie qui accompagne concrètement les marchands pour construire un écosystème de paiement global, souverain, fiable et performant. Si vous cherchez à optimiser vos paiements, à gagner en autonomie ou à mieux adresser vos clients partout dans le monde, je vous invite vraiment à découvrir ce qu'ils proposent. Pour en savoir plus, rendez-vous directement sur nuvei.com, nuvei.com. C'est vrai qu'Amazon est en tout cas, pour l'export, nous, c'est notre principal canal de développement sur la partie export. Donc Amazon nous met à disposition des outils pour la traduction. Donc on arrive à créer une offre qui réponde aux attentes d'un consommateur local. Il y a un enjeu quand même, par contre, aussi de comportement d'achat c'est-à-dire qu'un produit qui peut être un best-seller en France, on s'est rendu compte que c'était pas forcément un best-seller, quand bien même on l'aurait traduit en italien pour le cas de l'Italie. Donc il y a aussi une logique quand même de marché et de benchmark à réaliser. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril. Le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Le cross-border est au cœur de l'e-commerce depuis toujours, mais l'arrivée massive des vendeurs chinois sur les marchés européens lui donne aujourd'hui une acuité nouvelle. Les marchands français, qu'ils soient DNVB, PME industriels ou pure players, doivent plus que jamais réfléchir à leur développement hors de leurs frontières pour rester compétitifs, trouver de nouveaux relais de croissance et renforcer leur résilience commerciale. C'est précisément ce dont nous allons parler dans cet épisode. Le cross-border pose des questions très concrètes à tous les e-commerçants, quelle que soit leur taille et leur maturité. Comment identifier les bons marchés à ouvrir en premier ? Comment adapter son offre, traduire et localiser ses fiches produits ? Quels sont les enjeux de conformité, de TVA, de logistique, de transport et de retour ? Comment gagner en visibilité dans un pays où personne ne vous connaît encore ? Et enfin, quel rôle peut jouer une marketplace comme Amazon pour accélérer et sécuriser ce développement international ? Pour y répondre et à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités qui incarnent parfaitement les 2 faces du sujet. D'un côté, Fabien Ponce, directeur de la Marketplace France d'Amazon, qui accompagne au quotidien des milliers de marchands européens dans leur stratégie cross-border. De l'autre, Lucas Pinos, cofondateur et CEO de Novoma, une marque française de compléments alimentaires qui a bâti sa croissance en combinant son site direct et la marketplace d'Amazon en France comme à l'étranger. Nous allons explorer ensemble les étapes, les leviers, les pièges du cross-border pour comprendre comment un marchand peut avancer de manière pragmatique, efficace et rentable. Fabien, Lucas, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lucas, peut-être à toi la parole en premier.
Bonjour, merci de me laisser la parole. Un grand plaisir d'être ici. Donc Novoma, c'est un projet qui a commencé il y a finalement assez longtemps, 2012, que j'ai cofondé avec mon associé Alexandre Garnier, mon partenaire de toujours. Et donc on est une boîte toulousaine, ça s'entendra un petit peu quand je parle, qui propose des compléments alimentaires avec un positionnement santé, bien-être, holistique, donc voilà, qui s'adresse à la population générale, à tout le monde. Et on est distribué donc sur notre site, sur Amazon, qui est devenu un canal très important pour nous. Et également, on est présent en pharmacie dans à peu près 1200 officines en France. Alors, on va faire quand même juste un tout petit focus sur ton entreprise. Le complément alimentaire est un marché qui est assez vaste. Quelle est la spécialité de Novoma? Est-ce que c'est à destination plus des femmes, des hommes? Est-ce que il y a des moments de vie qui sont plus opportuns pour consommer vos compléments alimentaires? Est-ce que tu peux juste apporter un peu plus de Oui, détails bien sûr. sur ce que vous proposez? Bien sûr. Nous, alors voilà, on essaie de se positionner comme un acteur du complément qui va accompagner ses consommateurs en fait tout au long de la vie. Donc, on essaie d'avoir une offre assez généraliste. La structuration de la gamme, elle s'est faite par étapes avec les must-have de la complémentation au début. Hein. Donc, on va retrouver les classiques magnésium, oméga 3, vitamine C qui sont un peu nos piliers. Et ensuite, on essaie d'avoir maintenant une offre plus spécifique par bien-être. C'est-à-dire, on a progressivement, année après année, même si on a une gamme de produits qui n'est pas encore extrêmement large, mais on essaie d'avoir une proposition qui soit pertinente et exhaustive en termes de formulation pour chaque bienfait. Et donc effectivement, la population générale, on a ensuite ciblé des groupes plus spécifiques de consommateurs comme les sportifs. On a une gamme sport qui a été lancée il y a maintenant 2 ans, et on a un axe fort aussi qui est en train de se développer, c'est la beauté. On est très présent notamment sur le marché du collagène, hein, qui est en plein essor depuis 2 ans. On est assez bien positionné, notamment sur le digital. Et le dernier point, ça serait en fait par une meilleure connaissance aussi de notre audience, qui est plutôt féminine, voire très féminine. On essaie aussi de développer un maximum notre gamme autour de la santé de la femme. Il y a beaucoup de lacunes aussi, une offre qui n'est pas encore très aboutie, que ce soit en pharmacie ou en digital. Et donc, on essaie d'avoir là aussi des formulations qui soient pertinentes pour nos clientes. J'ai 2 questions avant de passer la parole à Fabien. La première, c'est comment on fabrique ces compléments alimentaires? Est-ce que ça veut dire que vous avez des, je vais pas utiliser le bon mot, des cuisiniers, des préparateurs? Comment on fait des compléments alimentaires? Alors c'est une question très pertinente parce que on a tous un peu en tête l'image du chimiste avec sa blouse blanche qui est à l'usine en train de faire des petites pilules. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de laboratoires de compléments alimentaires qui ne fabriquent pas eux-mêmes les compléments alimentaires. Il y a beaucoup de, quelle que soit la taille du labo, hein, on peut parler de voilà du petit du newcomer sur le marché ou de la boîte très bien établie. Il y a énormément d'acteurs, dont nous, qui ont fait le choix en fait d'un fonctionnement où la partie R&D, c'est-à-dire donc la formulation, la conception est faite en interne. En l'occurrence, nous avec notre équipe R&D, on a des nutritionnistes qui réfléchissent à des combinaisons d'ingrédients pour créer des formules. Ensuite, nous, on a fait le choix aussi d'internaliser l'achat des packaging et des matières premières qu'on aurait identifiées, parce que les nôtres sont assez spécifiques et assez peu standards finalement. Donc, ce qui fait qu'on a un travail aussi de recherche et de sourcing des matières. Et par contre, le métier qu'on n'a pas, c'est celui d'assembleur, ce qu'on appelle un laboratoire façonnier. Et donc, en fait, on a des laboratoires tiers, il y en a à peu près 80 en France, qui travaillent pour énormément de marques de compléments alimentaires et qui vont comme ça donc récupérer la matière première que j'aurais sélectionnée, le sourcing de mes actifs, mes packaging, et qui vont donc assembler le produit, faire le mélange, mettre dans la gélule, mettre la gélule dans le pot. Et on a vraiment beaucoup de labos qui ont ce fonctionnement, même des gros acteurs ont fait le choix d'avoir un peu une stratégie hybride avec de la fabrication et du passage par des laboratoires tiers. L'idée étant en fait de se concentrer au maximum sur ce que moi je sais faire, à savoir concevoir les produits et les commercialiser. Et est-ce que on peut dire du coup que la fabrication est française? Parce que même si les produits sourcés, j'imagine, ils viennent pas tous de France. C'est impossible de trouver tout sur le territoire français, mais la fabrication est du coup française. Absolument. C'est vrai que on aime beaucoup le mettre en avant. Ça fait partie de nos piliers avec l'efficacité des produits et la transparence. On a une belle industrie d'ailleurs hein, en France dont on peut être fier de, de fabrication de produits pharmaceutiques ou compléments alimentaires. C'est parfois des activités qui sont jointes et 99%, enfin même 100% aujourd'hui d'ailleurs, de nos produits sont fabriqués en France. Il y avait une toute petite exception pour un produit qui était fabriqué au Royaume-Uni parce que la technologie n'existait pas en France, mais fort heureusement, depuis cette année, on le fait aussi fabriquer en France. Merci. Et toute dernière question, parce qu'elle est fondamentale pour la suite de notre conversation. Comment tu qualifies
la maturité des marchés européens, du moins les marchés sur lesquels tu te situes? Est-ce que la France est un marché plus mature que d'autres ou au contraire, il y a des marchés qui consomment davantage de compléments alimentaires mais qui sont pas forcément des fournisseurs? Enfin, comment tu cartographies les besoins des consommateurs d'un pays à un autre? C'est un marché qui est en forte croissance en France et on est sur à peu près 2 milliards d'euros, donc c'est une taille de marché qui commence à être significative par rapport à d'autres pays, mais qui est clairement en retard, bon, notamment par rapport aux pays anglo-saxons, je pense aux États-Unis, UK, dans une moindre mesure, mais aux États-Unis, il y a une adoption absolument massive des compléments alimentaires dans le mode de vie, dans les modes de consommation. En France, on n'est pas encore sur ce niveau-là. La pharma a mis un petit peu de temps à se réinventer. La consommation en ligne aussi de compléments alimentaires est arrivée sur le tard, notamment sur Amazon. Hein. C'était pas du tout naturel il y a encore 5-10 ans d'acheter un complément alimentaire sur Amazon. Là où maintenant, on a un certain nombre de populations de consommateurs qui ont franchi le pas et qui donnent suffisamment de crédibilité à ce canal-là pour en faire l'acquisition. Donc voilà, il y a une évolution, qui est notamment portée par le digital, notamment aussi portée par la Covid. Il y a eu un impact sur les modes de consommation. On est moins allé en pharmacie et on a pu chercher l'automédication en ligne. Donc, ça a un peu accéléré le phénomène. Donc, voilà, on est c'est un peu ce que j'ai tendance à dire, c'est que Novoma, on a eu de la chance de ce point de vue-là, c'est on avait un peu le tiercé dans l'ordre avec le complément alimentaire qui est en forte expansion, qu'il est encore aujourd'hui, et la consommation de compléments alimentaires en ligne aussi qui s'est fortement développée ces dernières années. Donc, encore une belle dynamique et des marchés qui sont un peu disparates. En fait, si on prend le cas juste de l'Europe, on a par exemple l'Italie qui est le premier marché en valeur, l'Allemagne qui est le premier marché en quantité de produits, donc ça montre aussi qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes modes de consommation, et la France qui est voilà sur une dynamique qui est encore bonne, mais qui est inférieure à ces deux pays européens, donc la marge de manœuvre est encore grande. Merci Damien, pardon. Merci Lucas pour cette présentation qui est nécessaire pour comprendre la suite de notre conversation. À mon tour de te poser la question, Fabien. Qui es-tu? Peux-tu te présenter ton rôle chez Amazon? Amazon, on va pas rentrer dans la définition de cet acteur bien connu, mais tu peux peut-être appuyer sur finalement les dispositifs cross-border que propose une plateforme comme Amazon. Alors bonjour et merci de nous inviter pour cette discussion sur le cross-border et l'export. Donc moi je suis Fabien Ponce, ça fait 12 ans que je travaille chez Amazon et 8 ans que je travaille dans les équipes Marketplace. Donc je suis directeur de la Marketplace en France. C'est assez simple, ma mission c'est d'aider les entreprises et les PME françaises, donc comme celle de Lucas, à accélérer leur croissance en franchissant le pas du digital, qui est le premier pas à franchir, et après en ouvrant très simplement les portes de l'export. Parce qu'en gros, je pense que ce qui est intéressant, donc dans ta question, pour moi, c'est on a un retard aujourd'hui des PME françaises sur l'export. Et on a un retard qui en fait peut se combler assez facilement parce que le numérique, il abolit complètement les barrières géographiques et démocratise l'export. Si on voit la BPI, elle nous dit qu'on a 96% des PME françaises, donc c'est celles qui représentent en fait l'ensemble des entreprises qui vendent à l'export. Elles font 34% du chiffre d'affaires donc sur le territoire français. Et quand on regarde à l'export, elles font plus que 12%. Donc on a vraiment ce gap aujourd'hui qui s'est créé parce que Lucas pourra peut-être nous le dire, mais l'investissement, le temps qu'on doit mettre quand on a un patron de PME, en fait, il est limité. Donc on doit faire des arbitrages. Est-ce que je lance un nouveau produit ou est-ce que je vais à l'export? Et ce qui est intéressant, c'est que le digital, il a complètement en fait démocratisé, mis tout le monde sur le même pied d'égalité, qu'on soit petite entreprise, moyenne ou grande. Et aujourd'hui, on a plus de 16 000 PME françaises qui vendent sur Amazon. Elles font 1 milliard de chiffre d'affaires, donc elles ont franchi le cap du milliard à l'export en 2024. C'est 11% de croissance par rapport à 2023. C'est 100 millions de produits vendus par ces PME françaises. C'est 200 produits à la minute, donc c'est vraiment énorme. Et on voit qu'elles vendent à 80% dans le territoire européen, donc dans l'Union européenne, avec l'Allemagne en premier pays, l'Italie en deuxième pays et ensuite l'Espagne qui arrive assez fortement derrière. Et ces PME, en fait, comme celle de Lucas, elles soutiennent 35 000 emplois. On pourra peut-être laisser parler Lucas là-dessus sur comment lui, il a utilisé Amazon comme un channel supplémentaire pour pouvoir accélérer sa croissance. Et donc, ce qu'on va leur proposer pour les aider, nous, on a une approche qui est assez simple. Il faut qu'on réduise les coûts. Il faut que ça soit pas cher, en fait, pour elles. Il faut qu'on simplifie et il faut que ça soit efficace. Et donc, on va leur proposer un programme qu'on appelle Expédié par Amazon, par exemple, et pan-européen, qui vont les aider, en fait, à nous déléguer la logistique si elles le souhaitent,
pour pouvoir se concentrer sur le produit. Comme Luca nous l'expliquait, en fait, lui, là où il a une expertise et un savoir-faire, c'est le produit, c'est lui qui le conçoit, et après, il va nous utiliser pour le faire briller à l'international. Et donc, du coup, pour vendre dans plusieurs pays assez facilement avec un investissement qui est assez simple. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a annoncé le 2 décembre, donc c'est très récent, une baisse de nos frais pour l'ensemble de nos vendeurs en Europe, pour qu'ils puissent justement avoir une réduction des coûts et qu'ils puissent accélérer leur vente. Donc on a pas mal de réductions qui a été annoncées. Je sais pas si tu as vu, Luca, mais Si, j'étais content. Noël d'accord, avant l'heure. j'imagine. Donc du coup, on a une réduction de 17 centimes d'euros sur l'ensemble des unités vendues en Europe. On a une baisse des frais expédiés par Amazon sur l'ensemble des colis. On a un élargissement de l'accessibilité des frais plus compétitifs sur les produits à faible valeur. Et on a une réduction des frais dans les catégories à gros volume, que ce soit vêtements, accessoires, produits de la maison, épicerie, vitamines, vêtements et aliments pour animaux. Donc c'est comme ça qu'on aide, on simplifie, on rend les coûts le plus compétitifs possible et on a la capacité de proposer des solutions clés en main pour, si elles le souhaitent, les PME qui puissent nous déléguer la logistique et se concentrer sur le produit. Oui, merci Fabien pour ces précisions. Effectivement, on voit qu'il y a tout un dispositif fonctionnel mis à disposition des PME qui veulent exporter au travers de la marketplace. On va y revenir. Ça me permet de te reposer une question, Lucas, puisque tu es le premier concerné par ça en tant que PME, vendeur cross-border. Pourquoi il faut aller à l'international? Mmh. Pourquoi? Alors, c'est un peu le problème de la France, c'est que c'est à la fois un grand et un petit pays. Donc c'est-à-dire que c'est suffisamment grand pour qu'on puisse atteindre des tailles intéressantes en termes d'activité, mais ça l'est pas suffisamment pour aller chercher des croissances importantes comme nous on le souhaite, hein. Enfin, le but, nous, c'est vraiment de devenir un acteur significatif sur le marché des compléments alimentaires, et d'aller vers des 30, 40, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et un des moyens d'y arriver pour nous, c'est c'est d'aller cibler d'autres pays européens où les dynamiques sont différentes, les comportements d'achat, comme je disais, sont différents aussi. Clairement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais nous, le pays qui est très intéressant à court terme pour nous, c'est l'Italie, parce qu'il y a des modes de consommation qui sont proches de celle de la France, une structuration de la pharmacie aussi qui est assez similaire. Donc nous, c'est une logique d'expansion, de croissance, et un autre enjeu aussi peut-être sur des pays hors Europe, aller chercher de l'hypercroissance. Il y a Amazon.com qui est un bon exemple, hein. Si on prend le premier produit d'Amazon en complément alimentaire, on doit être sur quelque chose comme 1 million de reviews sur la page produit. Je dois faire partie, je pense, des produits les plus vendus sur Amazon.fr et je suis à 10 000. Donc je me dis qu'il y a une échelle de valeur aussi qui est à fois 10 000 entre les deux marchés. Et nous, ça nous intéresse énormément en termes d'opportunités de croissance. Fabien, quand tu disais tout à l'heure les marchés qui sont intéressants ou pour lesquels les vendeurs français s'intéressent, tu citais l'Allemagne. Il y en a aussi des plus proches. Parfois, on fait du cross-border sans s'en rendre compte quand on vend en Belgique, puisque c'est une zone francophone. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans s'en rendre compte. On fait du cross-border sans s'en rendre compte. De façon plus globale, une activité cross-border, et je suis bien placé pour savoir puisque j'ai accompagné les entreprises comme celle de Lucas pendant des années dans une précédente vie, il faut définir les marchés sur lesquels on se lance et parce que ça a des incidences. Et je me souviens qu'il y avait une théorie qui était celle du low-hanging fruit, qui consiste à d'abord aller prendre des parts de marché là où c'est le moins compliqué pour, entre guillemets, se faire les dents. Est-ce que Fabien, c'est quelque chose, un concept avec lequel tu es à l'aise, ou sinon comment tu fais ou comment tu conseilles les commerçants qui veulent identifier les marchés sur lesquels se lancer? Alors c'est un bon point. En fait, je pense que j'ai un peu envie de casser cette idée que on peut pas vendre dans l'ensemble des pays très rapidement. Aujourd'hui, on a quand même des programmes avec le digital qui permettent assez simplement d'avoir l'accès à Seller Université. Donc, où tu vas avoir des formations qui vont te permettre d'avoir de la traduction automatique. Donc, comment tu peux traduire tes pages produits dans toutes les langues. Tu vas avoir sur Seller Central une capacité de piloter ton activité simplement dans l'ensemble des pays. Donc, t'as pas à avoir 5 endroits où tu vas gérer tes 5 pays. Tu as un seul endroit où tu peux gérer l'ensemble de tes pays. Et tu vas avoir une capacité également de pouvoir réellement, avec le programme pan-européen,
donc qui est le programme le plus optimum pour gérer ta croissance et ta rentabilité, d'avoir pour des coûts compétitifs tes produits qui sont placés dans tous les pays. Donc après, je pense que c'est la stratégie commerciale de chaque entreprise. Et donc Luca, lui, il identifie sur son segment que c'est l'Italie dans lequel il va aller en premier, parce qu'il a très certainement une limite de temps. Il a très certainement une limite d'investissement. Donc il y va entre guillemets en fonction de ses propres décisions. Mais nos outils peuvent permettre très facilement d'aller dans l'ensemble de l'Europe et très rapidement. Donc c'est plus chaque marchand a sa stratégie et c'est pas moi qui vais dire au marchand entre guillemets voilà la stratégie que tu dois avoir. Moi je lui propose des outils qui lui permettent simplement d'avoir accès à, s'il le souhaite, un pays. Donc l'Italie par exemple, si Lucas souhaite l'Italie, ou tous les pays d'un coup. Plusieurs solutions existent et elles sont accessibles à tous. Et elles sont simples. Ça j'ai envie de le dire, elles sont simples. Ouais, Pardon, vas-y. Vas-y, je Lucas. comprends effectivement, Fabien, que quelles que soient les décisions du chef d'entreprise, la plateforme d'Amazon est là pour répondre avec des solutions efficaces pour aller dans les pays qu'il décide. Exactement. Et pour en rajouter, en fait, tu as plusieurs solutions. Tu as une solution qui va être, par exemple, je décide moi-même de livrer les produits. Donc, on appelle ça expédié par le vendeur. Donc, je vais me charger moi-même de la logistique. Tu as une solution qui va être expédiée par Amazon, où là, du coup, je vais déléguer la logistique. Et donc, je décide dans quel pays je vais. Et tu as une solution qui s'appelle pan-européen, où je vais pouvoir avoir accès à l'ensemble des produits. Et là, le stock va être géré par Amazon de façon automatique et on va le positionner à Milan, à Barcelone, à Munich, en Angleterre. Et on a une capacité de fournir des produits, enfin des programmes entre guillemets, qui font de la traduction automatique. Donc c'est réellement dans la volonté de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, de décider qu'est-ce qui convient mieux en fonction de sa stratégie commerciale. Lucas, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la Belgique. C'est un exemple vraiment tout bête, mais effectivement, en fait, sans le savoir, on faisait déjà de l'export sans s'en rendre compte, puisque avant que la plateforme spécifique Amazon Belgique existe, c'était un peu en cross-border déjà. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une partie des clients belges qui étaient servis par la France et l'autre partie plutôt par l'Allemagne ou les Pays-Bas. Et en l'occurrence, en fait, on s'est rendu compte aussi en commençant à analyser notre activité à l'export qu'on avait déjà beaucoup de clients belges grâce à ce cross-border un peu naturel qui existe sur des plateformes comme Amazon, même sur d'autres. Mais voilà, tout ça pour dire que d'un point de vue déjà francophone, on avait déjà une activité à l'export, alors même qu'on n'avait même pas appuyé sur le bouton parce qu'on avait des clients suisses, des clients belges, des clients luxembourgeois qui achetaient des produits via ce genre de marketplace. Donc le digital permet de s'affranchir des frontières très rapidement. Et juste, attends, peut-être pour réagir, Cyril, là-dessus, la différence avec pan-européen, en fait, parce que donc effectivement, ça arrive tel que le décrit Lucas. Mais avec pan-européen, ce qui va se passer, c'est que le stock sera plus proche des clients. Et donc, ce que dit Lucas, c'est qu'effectivement, il y a des clients même d'Allemagne qui peuvent être achetés sur Amazon France parce qu'ils veulent Novoma. S'il avait le programme pan-européen, en fait, au lieu d'avoir une promesse de vente qui serait à quelques jours, ça serait à un jour. Et donc, il convertirait mieux parce que le produit serait à l'endroit où les clients allemands le cherchent, Amazon.de. Et en plus, la promesse de livraison serait beaucoup plus rapide. Donc, tu vois, effectivement, le cross-border existe, mais le cross-border optimisé apporte beaucoup plus de croissance. Merci parce que tu me tends une perche pour pouvoir passer sur le sujet de la localisation, parce que de ce dont on parle, c'est finalement celui de la localisation. La localisation, c'est paraître allemand quand on veut vendre en Allemagne, italien quand on veut vendre en Italie. La localisation, Fabien, tu as commencé à en parler, c'est évidemment les fiches produits qui sont traduites dans la langue. Et effectivement, la technologie, et je pense alimentée par l'IA, vient aider à la traduction des fiches produits, bien sûr. Mais quand on pense localisation, il y a un sacré nombre d'opérations auxquelles il faut réfléchir. Fabien, tu as commencé à les évoquer avec les solutions proposées par Amazon. Fabien, moi, j'aimerais bien te poser la question, comment tu les interprètes? Puisque quand on va vendre dans un pays, il faut pouvoir répondre aux consommateurs italiens, si on prend le cas de l'Italie, en italien, parce qu'effectivement, un consommateur italien, il n'aura pas envie qu'on lui réponde en anglais ou en français. Donc, les fiches produits, le service client, et puis la gestion des retours. Si le consommateur se rend compte que à l'achat de son produit, s'il veut le retourner, ce sera en France, ça va être un frein. S'il sait qu'il va pouvoir le retourner dans son propre pays, ça va le réassurer. Bref, la localisation, c'est beaucoup de choses. Comment, Fabien, toi, tu interprètes l'ensemble de ces sujets?
Alors complètement, je pense que tu as touché l'ensemble des points qui font que l'export était difficile avant, parce qu'effectivement, gérer tous ces sujets, c'est compliqué, ça prend du temps. Le programme expédié par Amazon, c'est ce que tu décris en fait. C'est la capacité de déléguer la logistique, le service client et la gestion des retours. Et donc cette capacité de proposer dans l'ensemble des pays européens une bonne expérience client en se concentrant sur son produit. Et donc après, on peut décider de lancer des produits qui sont plus en fonction de ce que les consommateurs italiens vont avoir, par exemple. Ça, c'est Luca qui le saura sur la partie de son marché. Mais du coup, L'élément, Lucas, justement, toi, tous ces sujets-là, ils sont difficiles à appréhender. C'est des questions qui te travaillent régulièrement, ou alors se dire que on a un partenaire marketplace permet d'enlever un certain, mais très certainement tu vends aussi en direct. Donc, comment t'interprètes tout ça? C'est vrai qu'Amazon est en tout cas, pour l'export, nous, c'est notre principal canal, de développement sur la partie export. Donc Amazon nous met à disposition des outils pour la traduction. Donc on arrive à créer une offre qui répond aux attentes d'un consommateur local. Il y a un enjeu quand même, par contre, aussi de comportement d'achat c'est-à-dire un produit qui peut être un best-seller en France. On s'est rendu compte que c'était pas forcément un best-seller, quand bien même on l'aurait traduit en italien pour le cas de l'Italie. Donc il y a aussi une logique quand même de marché et de benchmark à réaliser. On s'est aussi rendu compte que les top performers par pays sont souvent des acteurs nationaux. Donc là, on est un peu dans la recherche de savoir si c'est un attachement. Alors peut-être dans le monde du complément alimentaire, il y a peut-être un attachement particulier à ce que le produit vienne du pays en question. Donc on est même en train de considérer la production dans les pays où on va exporter des produits pour ajouter une rassurance supplémentaire. Donc là, c'est plus une question d'analyse de marché. Et ensuite, c'est vrai que nous, on a deux autres volets, mais je pense que Fabien aussi en parlera. Dans le monde spécifique du complément alimentaire, c'est le réglementaire. Tous les pays n'ont pas d'harmonisation de ce point de vue-là. Et même si Amazon est un gros facilitateur en nous demandant les pièces réglementaires pour chaque pays, donc nous, ça nous permet aussi de nous éduquer sur comment vendre dans ce pays spécifiquement, parce qu'il n'y a pas d'harmonisation européenne. Et après, l'autre gros facteur, et on en parlera peut-être, c'est le volet fiscal, parce qu'il y a une harmonisation, mais que tout le monde ne comprend pas forcément. Oui, l'harmonisation, effectivement, fiscale, on parle de la TVA. Il faut l'obtention d'un numéro de TVA, collecter la TVA dans le pays, reverser la TVA aux autorités légales. Comment tu as appréhendé tout ça, Lucas? Alors là, pour le coup, merci Amazon parce que on fait pas que de l'export hein, via Amazon. On a aussi, on essaie de le faire aussi via notre site. On essaie de le faire aussi en pharma où on est présent dans des pharmacies étrangères. Mais c'était bien d'avoir commencé par Amazon justement parce qu'Amazon, je pense, quand elle est arrivée en Europe, a dû se mettre à la page aussi de ces réglementations-là. Et il y a un système de guichet unique qui s'est mis en place. Donc ça, en soi, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire l'Europe a essayé de centraliser ces flux de TVA pour pouvoir les retracer au niveau européen. Ça, c'est intéressant, sauf que c'est une usine illégale. Enfin, c'est très compliqué en tant que jeune vendeur avec peu de ressources, qui n'a pas de comptabilité en interne au début en tout cas, de s'y retrouver. Et donc là, c'est là où Amazon nous a été utile parce que grâce à un réseau de partenaires qu'ils ont développé, la gestion nous de la TVA intracommunautaire et de tous ces flux, puisque c'est d'une complexité sans nom, comme l'indiquait Fabien, la puissance de l'outil logistique d'Amazon, c'est qu'on peut stocker dans un pays, expédier dans un autre à tout moment et de manière un peu algorithmique et intelligente. Sauf que la conséquence de ça, c'est que vous avez des flux de produits dans tous les sens. Et donc, comment je vais traiter comptablement mon produit polonais qui est parti à un client allemand, c'est compliqué du point de vue de la TVA. Et c'est là où on a été très bien accompagné. Et aujourd'hui, en fait, mes autres canaux bénéficient de cette expertise-là. Et je suis beaucoup plus serein aussi dans l'approche de mon export sur mon canal site web ou sur la partie pharma, puisque je sais déjà comment déclarer les TVA au niveau intracommunautaire. Merci pour ce point précis. Je reviens juste sur une notion qui a été évoquée rapidement, mais j'aimerais avoir ton point de vue, Lucas, en tant que commerçant, c'est celui du service client. Plus que jamais, c'est important dans l'avant-vente et de plus en plus dans le post-vente. Quand on parle de compléments alimentaires, j'imagine qu'il y a des clients qui ont besoin d'être réassurés, qui ont besoin d'appeler, de contacter un service client pour dire, ben voilà, est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce qu'il y a un risque? Voilà. Il y a probablement, plus que pour d'autres produits plus connus, plus démocratisés, avec moins d'impact sur la santé, des questions en avant-vente. Est-ce que c'est une réalité? Et ensuite, comment cette réalité, que je suppose, est comment dire,
opérer pour les autres pays que ceux de la France. C'est bon point que tu soulignes, d'autant plus que nous, on en a fait un peu une marque de fabrique, d'abord sur notre marché local. Depuis le jour 1 de Novoma, on a un service client. C'est-à-dire que le soir, moi, quand je rentrais des cours, j'avais mon petit casque et mon téléphone et je répondais à nos tout premiers clients. Et ça, on l'a pas perdu parce qu'on a recruté. C'était un des premiers postes. D'ailleurs, c'est peut-être le premier poste sur lequel on a recruté en CDI. Et on a aujourd'hui une équipe de 3 personnes dédiées. Parce qu'on veut être hyper actif, on veut être ça, comme tu le dis, on est à cheval entre le monde de la santé et de l'aliment. Donc c'était très important pour nous, voilà, de rassurer nos clients sur la qualité des produits, ce qu'ils allaient ingérer. Et c'est là où des marketplaces comme Amazon peuvent aider, c'est que le point d'entrée du client non français qui veut acheter du Novoma va se faire dans sa langue via une marketplace qui est entièrement dans sa langue. Nous aussi, on a traduit l'intégralité de notre offre dans la langue du pays. Donc déjà, le produit en lui-même est bien expliqué. On a fait des redirections avec des QR codes aussi qui permettent d'aller sur des landing pages qui viennent expliquer encore les bienfaits du produit et toute la traçabilité qu'il peut y avoir derrière. Donc là, nous, la séquence qu'on a mis en place, c'est d'abord un point d'entrée Amazon en l'occurrence, puisque c'est notre principal canal d'export, dans la langue du consommateur. Et c'est là aussi où on peut pas demander malheureusement au service client d'Amazon d'être expert du complément alimentaire, ce qui fait que dès qu'on rentre dans la technique, il y a un système en fait tout simplement de rebouclage où les équipes Amazon vont réorienter vers l'entreprise. Et donc nous, on a parfois des sollicitations plus techniques qui émanent de clients Amazon qui nous ont été redirigés. Donc, et grâce à ce flux-là, on arrive quand même à répondre à l'essentiel des demandes. Fabien, ça veut dire que les équipes d'Amazon, du service client, reçoivent un brief de clients comme Novoma pour qu'ils soient alertés sur l'histoire du produit, la technicité du produit, comment répondre aux questions. Comment ça se passe, le service client d'Amazon opéré pour le compte de PME comme celle de Lucas? Alors, notre service client, il est formé, comme tu t'en doutes, et il a la capacité du coup de traiter de l'ensemble des produits. On regarde également l'ensemble des commentaires clients, des retours qui peuvent avoir lieu, et on va réussir à proposer un service client dans l'ensemble des langues, donc qui sont nécessaires. Et après, quand on a un élément qu'on n'est pas capable d'apporter, c'est ce que Lucas a expliqué, on va avoir la possibilité du coup de demander au vendeur de l'aide pour pouvoir apporter cette réponse-là. Et c'est ce qui fonctionne, je pense, très bien, parce que tu as une première capacité du coup de déléguer ton service client si jamais tu prends expédié par Amazon, qui va gérer la majorité des demandes. Et s'il y a un problème technique, il va y avoir un conseil qui va être apporté par le vendeur pour gérer le problème. Et là, on est en train de parler, Fabien, de la qualité d'exécution des opérations. On sait que déjà sur son marché domestique, c'est pas forcément facile. C'est là où on met tout son cœur pour essayer de faire au mieux. Lucas, quand tu parlais de tes débuts, où tu, avec ton oreillette, répondais aux questions des consommateurs qui qui te contactaient, quand on passe l'échelle, c'est-à-dire quand on va cross-border, l'exécution elle revêt une particularité toute singulière. J'imagine, Fabien, que c'est aussi un des points forts que vous proposez chez Amazon, c'est cette qualité d'exécution quand on va en dehors de chez soi. Oui, je pense que en fait, passer l'échelle, ça veut dire qu'on a la capacité d'utiliser quelque chose qui est simple, qui est efficace et qui est économique. Enfin, c'est toujours des arbitrages qu'on fait, hein. Je pense qu'on est une PME. Le simple, c'est pouvoir piloter via un endroit qu'on appelle c'est leur centrale, c'est la console de pilotage, l'ensemble des pays. Donc, tu n'as pas à aller dans 5 ou 6 entre guillemets consoles différentes et tu peux gérer la totalité de tes opérations. Tu peux gérer les produits que tu veux lister, dans quel pays tu veux les lister, à quel prix tu veux les mettre. Et donc, c'est toi qui décides. Et ensuite, déléguer, si tu le souhaites, l'expédition, le service client et les retours. Donc, ça, pareil, en tant que chef d'entreprise, c'est toi qui vas décider dans l'outil comment tu as envie de gérer ton développement commercial. Et ensuite, économique, c'est réduire les frais, réduire les coûts, parce que pour passer à l'échelle, il faut aussi que ça coûte pas cher. Je pense que là où on a une nécessité de continuer à améliorer et où on va transformer, c'est l'intelligence artificielle. Parce que évidemment, pour passer à l'échelle, tu veux avoir moins de temps à passer, et donc ça veut dire que tu arrives à gagner du temps sur l'ensemble des éléments que j'ai cités. Donc la capacité de lister des produits, de traduire tes produits et de gérer en fait toute ton opération. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que 72% des PME françaises qui utilisent l'intelligence artificielle, ils disent que ça leur fait gagner du temps. Donc on est vraiment sur cette capacité de transformer
le temps passé à être beaucoup plus efficace à gérer son business et du coup à pouvoir penser à l'export et réaliser l'export. Sur Amazon, on propose 3 outils qui te permettent, de lister les produits beaucoup plus rapidement. Donc, tu mets un peu de texte sur la description du produit et l'outil va te proposer une page de produit totale dans laquelle tu vas avoir la description du produit. On appelle ça les bullet points, donc les points de description des produits, et qui va mieux convertir. On propose également la possibilité de optimiser le catalogue. Donc, imaginons que tu aies 1000 produits dans ton catalogue. Tu vas entrer ce catalogue donc dans l'outil et il va te proposer 1000 listings, donc fiches produits optimisées pour convertir plus. On propose également la génération d'images. Donc, il va te permettre, là, pour le coup, tu donnes une image froide, un grille-pain, par exemple, qui parle peut-être pas à tout le monde, et on va générer une image chaude. Une image chaude, ça veut dire qu'en fait, on va avoir une personne qui est dans sa cuisine avec un bout de pain et qui est en train de mettre le bout de pain dans le grille-pain. Et donc ça va évidemment permettre au consommateur de mieux comprendre quel est le produit, tout en ayant des coûts très optimisés pour la PME pour générer cette image. Mais on va aller encore plus loin. Parce qu'en fait, ce que nous demandent les PME françaises, c'est une capacité de les aider à piloter leur croissance. Et donc, piloter leur croissance, ça veut dire en fait leur donner un assistant qui est généré par l'intelligence artificielle, qu'on est en train de déployer progressivement, qui va leur permettre non seulement de gérer leur stock, donc il va leur donner des alertes s'il y a un produit qui va peut-être entrer en rupture de stock, des recommandations pour pouvoir mieux gérer où est-ce que je dois envoyer mon stock, donc combien de quantité, une capacité de gérer la santé du compte. Donc, on parlait tout à l'heure des réglementaires, donc des aspects réglementaires. Donc, nous, on crée en fait dans Seller Central un endroit où tu as l'ensemble des points que tu dois respecter pour pouvoir générer une bonne expérience client, ce qui correspond aussi à la conformité des produits dans l'ensemble des pays. Et donc ça, on va pouvoir dire, grâce à cet assistant qui est généré par intelligence artificielle, attention, à cet endroit, il faut que tu génères tel document ou alors que tu livres de façon un peu plus rapide parce que c'est les engagements que tu as pris. Donc, il faut que tu arrives à délivrer cette bonne expérience. On a aussi des éléments sur l'aide à la conformité qui vont être rajoutés dans cet outil. Et on a également un point assez important, je pense, notamment pour les PME assez aguerries comme celle de Lucas, qui est la génération de contenu publicitaire personnalisé via Creative Studio. Alors, on Qui en va y fait, arriver. Ça, c'est justement la visibilité dont tu parles et passer à l'échelle, c'est aussi être de plus en plus visible sur le marché, sur la marketplace. alors évidemment, effectivement, je pense que le premier point, je termine, c'est d'avoir cette capacité de gérer sa croissance de manière simple, que ça te prenne peu de temps et que ça te coûte pas très cher. Et donc c'est ce que l'intelligence artificielle va amener. Mais effectivement, tu as raison. L'autre point, c'est l'autoroute de visibilité pour les PME françaises qui te permet en fait d'accéder à des millions de clients. Et donc ça, c'est la capacité d'utiliser vraiment le programme pan-européen et ensuite de bénéficier d'un élément qu'on a mis en place, c'est la vitrine française. Donc la vitrine française, on l'a créée en 2024. C'est 12 millions de produits de PME françaises dans lequel, en fait, ça représente 350 hypermarchés que tu mettrais côte à côte. Pour te donner une idée. On va revenir dessus, Fabien. Mais avant, je voudrais poser une question à Lucas, puisque finalement, quand Fabien, Lucas, nous explique la qualité d'exécution, on en déduit qu'il y a un appel d'air, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de produits qui sont vendus. On parle de la gestion du stock. Et la question derrière, elle est sur la production. Est-ce que là, Amazon ne peut rien faire pour t'aider puisque la production, c'est toi qui la maîtrise complètement. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut anticiper? Complètement. Donc c'est vrai que on est dans une mise à l'échelle permanente et une course entre nos ambitions, notre croissance et nos capacités de stockage et de production, d'autant plus qu'en amont d'Amazon, on a une logistique internalisée, qui n'est pas le choix de forcément tous les e-commerçants, qui ont plutôt tendance à passer par des 3PL, même pour gérer d'ailleurs l'amont de la logistique Amazon, c'est-à-dire envoyer du stock à Amazon. Nous, on a fait le choix d'internaliser, donc voilà, il faut sans arrêt penser son outil. On a gagné en expérience de ce point de vue-là. C'est aussi l'intérêt d'Amazon, c'est que on peut sentir les tendances. On a maintenant la possibilité de prédire un petit peu quels seront les volumes de vente en fonction aussi des volumes de recherche. C'est un très bon laboratoire en matière de trend. Donc nous, en fait, on étudie nos lancements, quel que soit le canal, hein, Amazon ou pas, mais on étudie le potentiel de nos lancements aussi en se basant sur les trends en termes de mots-clés qu'on pourra retrouver sur Amazon. Donc ça nous permet aussi d'être plus intelligents dans notre façon de gérer le stock. Mais c'est clair que on a eu des années un peu compliquées parce que c'est un équilibre fragile entre j'ai envie de poursuivre ma croissance parce que je vois j'ai une belle dynamique, une belle traction sur un canal, en l'occurrence Amazon pour nous, la pharma aussi un petit peu en ce moment, et de notre côté des enjeux économiques de gestion de cash, gestion de personnel, etc.
Donc, un peu un numéro d'équilibriste, mais qui nous réussit assez bien. Et aussi, ça nous a aussi permis Amazon de repenser notre offre et notre façon de concevoir des produits en créant des produits aussi qui sont dédiés à Amazon, entre guillemets, notamment sur les packaging. Il y a un label qui existe chez Amazon qui s'appelle Compact by Design. L'idée étant de minimiser justement la quantité de matières premières qui est mise en jeu dans le packaging, de manière à ce qu'il adhère au maximum au produit. Et voilà, donc on a des produits qui soient plus légers, plus faciles à stocker, plus faciles à expédier. Et on a créé toute une gamme de produits, nous, sur Amazon Seller, enfin sur la marketplace, qui sont aujourd'hui font partie vraiment nous, des best performers dans notre gamme de produits vendus sur Amazon et qui nous permettent voilà, de produire mieux, un petit peu moins cher, tout en sauvegardant la qualité et en limitant les coûts de stockage et d'expédition. Donc on a réussi aussi, on a adapté un peu notre offre à l'outil de manière à optimiser la chaîne de production en amont. Merci pour ces précisions, Lucas. Fabien, et d'ailleurs après je te demanderai Je veux bien réagir à Lucas après si tu me laisses le temps. Vas-y, réagis à ce que Lucas a dit, et puis on reviendra sur ma question ensuite. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, Lucas, il y a 2 points que tu mentionnes qui sont très vrais. C'est la capacité via les données qui sont donc disponibles dans Seller Central de définir quel produit je vais vouloir lancer en tant qu'entreprise, et notamment des recommandations sur des produits. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, tu les lances sur Amazon, mais je comprends aussi que tu utilises cette information pour les lancer en pharmacie. Donc ça, c'est génial parce que ça permet vraiment de développer son business sur Amazon et en dehors d'Amazon également. Et le deuxième point que tu notais sur Compact Design, un des éléments supplémentaires que je noterais en plus de ce que tu as judicieusement communiqué, c'est le fait que ça réduit les coûts aussi. Ça réduit les coûts, donc c'est plus écologique et ça réduit les coûts. Et donc Compact by Design, je pense que en plus de la capacité d'avoir quelque chose de plus efficient, ça réduit certainement les coûts de tes produits et donc t'es probablement plus compétitif. Complètement. Ouais, merci pour cette précision, Fabien. La question que je voulais te poser, toujours sur le passage à l'échelle, on a commencé à en parler, la visibilité. Comment une marque, t'as donné des embryons de réponse, mais comment une marque existe sur Amazon? On l'a bien compris avec Novuma. Il n'y a pas que des produits à vendre. Il y a un storytelling, il y a un environnement, il y a des sujets de réassurance. Et c'est tout ce que porte la marque qui le permet, ça. Comment une entreprise comme Novuma peut travailler ces enjeux-là, ces questions-là sur une marketplace comme Amazon? Alors c'est un bon point. Je pense que le premier sujet, ça reste la qualité du produit, la qualité des fiches produits, pour pouvoir bien expliquer le produit qu'on est en train de vendre. Et c'est la base, mais elle est très importante parce que c'est ce qui permet de convertir et d'éviter aussi les retours clients. Le deuxième point, ça va être la capacité de bénéficier de ce qu'on a mis en place, donc la vitrine française, pour avoir cet écrin où on met en valeur les produits et on va avoir du coup la capacité pour le consommateur de comprendre que ce sont des produits de PME françaises. On a également rajouté un badge petite entreprise qui va permettre aux consommateurs de facilement identifier qui ils achètent et donc de pouvoir faire leur choix de façon qu'ils le souhaitent et notamment pouvoir acheter à des PME françaises. Et en plus de ça, donc on met à disposition des entreprises des outils, que ça soit donc des outils par exemple d'advertising, donc de publicité, qui vont permettre aux entreprises de mettre en valeur leurs produits et de faire monter le produit entre guillemets en vente assez rapidement en fonction de leur stratégie. Et donc là, c'est elles qui vont décider dans l'outil Seller Central comment elles vont gérer leurs investissements pour faire monter certains produits. Lucas, typiquement, quand tu vends en Italie, quels sont les pays où tu vends déjà avec Amazon? Alors on est présent en Belgique, en Italie, en Espagne qui a marché. Fabien, pardon, l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais c'est un pays qui monte très très fort sur Amazon, qui était un petit peu en retard et qui a une accélération forte. Donc voilà, dans cet ordre-là, Belgique, En Italie, Italie, en Espagne. Espagne, même si ce sont des pays pas trop loin de Toulouse, il se trouve que ce sont quand même pas des pays dans lesquels tu es implanté. Cette visibilité sur Amazon, comment toi concrètement tu l'as travaillé? Comment t'as fait pour parce que Fabien le dit justement, il faut des bonnes fiches produits, mais ça fait qu'une partie du job. Derrière, il faut aussi convaincre les clients. Le dispositif de mise en avant proposé par Amazon, l'as-tu utilisé et comment l'as-tu utilisé?
Alors déjà effectivement en amont, on a beaucoup travaillé nos offres pour qu'elles soient les plus explicites possibles. Il y a tout un art autour de la création d'une fiche produit sur Amazon. C'est un environnement, c'est un monde un petit peu fermé. Moi j'aime bien cette analogie avec Matrix, c'est-à-dire c'est un monde qui est difficile à comprendre de l'intérieur comme de l'extérieur, donc il faut vraiment du temps. Mais quand on a un peu les clés, ça peut être un outil très puissant. Donc voilà, effectivement déjà bien structurer son offre. Ensuite, c'est un environnement un peu fermé au sens aussi où la stratégie d'acquisition client est différente de ce qu'on peut avoir sur un site web où voilà, on va faire la guerre avec tous les autres sur une page Google où les places sont très chères. Là, sur Amazon, en fait, tout le monde est un peu à jeu égal puisqu'on est dans un environnement clos avec ses propres règles de SEA, enfin de publicité payante. Et donc, c'est aussi sur ça que nous, on a su se démarquer. C'est qu'on a une stratégie d'acquisition payante avec des contenus, des vidéos, des produits des sponsored products, comme on dit, qu'on va pousser. Où là, on a créé toute une ingénierie, toute une méthodologie qui nous permet d'exister aussi. Et ensuite, je pense qu'il y a une espèce de flux qui est comment dire, une discipline avec un cercle vertueux qu'on a réussi à mettre en place au niveau de d'abord donc effectivement des contenus de qualité, une stratégie d'acquisition aussi qui permet d'avoir de la volumétrie et de la vente sur les produits. Plus vous allez vendre, plus vous récupérez des reviews. Les reviews, ça, les revues produits, ça reste bien entendu, les avis produits, ça reste le nerf de la guerre sur Amazon, d'autant plus qu'ils sont complètement incorruptibles. En tout cas, personne n'a jamais réussi à tricher là-dessus. Donc Ouais, forcément, je fais une pause là-dessus. Quand on vient en Espagne, est-ce qu'on peut faire valoir les reviews qu'on a eues en France avec un système de traduction ou faut recommencer à zéro? Comment ça fonctionne? Est-ce que je pense que c'est typiquement une question qu'un vendeur français qui est pas encore parti à l'étranger peut se poser? alors, sauf changement, Fabien, je parle sous ton contrôle, mais actuellement, voilà, un produit, c'est comment dire, un produit reste un ASIN, c'est-à-dire il a un seul identifiant, quel que soit le lieu de vente. Donc c'est aussi un avantage, c'est que bah, quand j'arrive avec mon produit, il a un historique, il récupère son historique français, et ça donne aussi de la légitimité. Quand j'essaie de me développer en Italie, j'arrive pas avec zéro avis. Donc déjà, c'est un outil assez puissant pour donner du crédit à son offre à l'étranger. Et ensuite, voilà, dans le cercle vertueux à respecter, il y a effectivement cette collecte d'avis. Donc, avoir des bons produits, y participe, hein, mais, bien entendu. Et ensuite, grâce à la volumétrie, à la qualité des contenus, à la qualité des avis, ça permet aussi d'aller truster les premières places en termes de ranking organique. Et c'est là où voilà, toute la bataille, elle se joue. C'est bon là pour le coup, quelle que soit la marketplace, quel que soit l'environnement, elle se joue quand même beaucoup sur la première page. Et c'est là où nous on a réussi à créer une belle dynamique. Et sur l'essentiel des grosses catégories, on essaie d'être présent. On est toujours dans les top 1 à 3, ce qui permet ensuite voilà de travailler notre flux organique. Et ça, c'est une arme assez puissante quand on veut exporter son offre dans d'autres pays, puisqu'on arrive déjà avec effectivement des pages produits qui sont aguerries et un nombre d'avis suffisant pour que le produit puisse exister dans un environnement concurrentiel qu'on ne connaît pas avec des acteurs qui sont un petit peu différents du marché local. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, on doit réfléchir au paid? Oui, le paid, ça vient mécaniquement. Alors voilà, on a beau avoir des super fiches produits, un trafic organique puissant parce que la marque est connue ou parce qu'il y a de l'attraction, c'est nécessaire. Ce qui est bien aussi sur Amazon, c'est que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la donnée est complètement transparente et disponible. C'est-à-dire qu'on peut savoir très facilement quels sont les chiffres de vente. Enfin, je trouve ça plutôt simple parce que ça permet de se positionner aussi vis-à-vis des autres et ça permet aussi de comprendre le marché. Et donc nous, sur la base de ça, on consolide nos stratégies d'acquisition et ça reste une nécessité parce que comme tu le disais tout à l'heure aussi, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient d'une plateforme comme celle-ci, c'est que la barrière à l'entrée est très très faible. Demain, quelqu'un qui vend des compléments alimentaires, ça peut se faire avec un investissement mineur, en tout cas sur Amazon, parce qu'il va juste avoir à payer l'abonnement et avoir un petit peu de stock. Et donc, du fait de cet environnement qui est de plus en plus concurrentiel aussi, je pense que c'est une nécessité pour exister, pour maintenir, en tout cas, la position de leader qu'on a sur le marché français. On investit sur le fait. Fabien, justement, quelles sont les recommandations que tu peux développer pour l'acquisition dans les nouveaux marchés qu'on ne connaît pas, même si Lucas évidemment a déjà donné pas mal d'insights et de conseils sur comment faire. Qu'est-ce que tu peux ajouter à tout ça? Moi, je trouve que Lucas l'a très bien expliqué. En fait, si je reprends Lucas, il faut le bon produit, il faut les bons prix, il faut probablement, il l'a pas dit, mais je pense que c'est très important, la bonne vitesse de livraison, parce que c'est ce que les clients recherchent. Une fois qu'on a ces ingrédients, il faut bien expliquer le produit. Et donc, je pense que Lucas, il a fait cet effort de se former
et d'avoir des fiches produits qui sont excellentes sur les images, sur les textes. Il a dit également les vidéos. Je pense qu'il a raison. Ça, si on a un service client qui est excellent, donc Lucas a mis du temps à créer le sien et il a raison, c'est un point important. D'autres vont nous le déléguer. En fait, on a la recette qui fait qu'on va avoir des bonnes revues. Les bonnes revues vont nous aider ensuite à nous développer parce que le produit, il est reconnu en tant que tel comme un bon produit, entre guillemets. Donc ça, c'est les éléments socles fondamentaux, les basiques, entre guillemets, et l'excellence opérationnelle là-dessus permet vraiment de faire rayonner son produit. La partie investissement publicitaire dont tu parlais, ça c'est une stratégie qu'on peut ajouter. La promotion, c'est notre élément. On est en plein entre guillemets Black Friday week en ce moment, qui est quelque chose qui va permettre de dynamiser le produit et d'amener plus de ventes, donc plus de commentaires, et qui va créer ce cercle vertueux qui après entre guillemets est organique, comme disait Lucas. Merci pour ces précisions, messieurs. J'ai l'impression qu'on a évoqué l'ensemble des enjeux sur le cross-border, illustrés par des propos tout à fait simples à comprendre, des tips activables. Est-ce que, pour la parole de la fin, Lucas, tu voudrais ajouter quelque chose sur ton retour d'expérience dans le cross-border? Mais il faut se faire confiance. Il y a des outils qui existent et finalement c'est pas si. Alors je dis pas qu'on a trouvé la solution miracle, mais en tout cas c'est pas si compliqué et surtout en termes de temporalité. C'est des projets de croissance qui peuvent être lancés relativement vite. Il y a des quick wins, il y a des possibilités. Amazon en est la preuve. Donc voilà, c'est plus à destination de mes confrères ou plus jeunes confrères entrepreneurs. Faites-vous confiance. Il y a des relais de croissance qui sont hyper intéressants et qui peuvent être qu'on peut aller chercher très vite si on a les bons outils et les bons accompagnements. Et Fabien, le mot de la fin te revient. Est-ce que tu as l'impression qu'on a oublié des sujets fondamentaux quand on parle de cross-border? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on les a tous traités. Moi, je dirais que le point fondamental, c'est le digital a rendu réellement accessible à tous la capacité d'exporter. C'est devenu simple pour tout le monde, donc il faut franchir le pas. L'intelligence artificielle générative va simplifier encore plus et réduire les coûts pour les entreprises, donc et le temps passé. Donc c'est le moment. Allons-y. On a baissé les frais, donc c'est aussi un bon moment économique pour y aller. Et le dernier point potentiellement, c'est qu'il faut qu'on continue tous ensemble à plaider pour simplifier le cadre réglementaire. Je pense que Lucas l'a fortement souligné. Il faut qu'on harmonise les règles. Il faut qu'on étende le guichet unique de TVA. Et qu'on autorise l'étiquetage numérique, et ça permettra de simplifier encore plus. Et donc de vraiment permettre à tout le monde de prendre le pas du digital, d'exporter, d'accélérer sa croissance. Merci Fabien, merci Lucas, merci messieurs pour ce partage, pour la qualité de de cette conversation. Si jamais on veut rentrer en contact avec vous, LinkedIn c'est le bon moyen. Est-ce qu'il y a autre chose? Comment on fait? LinkedIn, c'est le bon moyen pour moi, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Même chose pour moi, je suis assez actif et je réponds tout le temps. Et sinon, vous allez vous pouvez me contacter de façon directe et je me ferai un plaisir de transmettre à Lucas et à Fabien les messages que vous voulez que je leur transmette. Merci à vous tous qui êtes fidèles aux Digital Doers. Merci pour les messages d'encouragement que vous me faites parvenir. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur, allez, on va commencer par là, Amazon Music, Apple Podcast, sur YouTube, Spotify, Deezer, bref, toutes les plateformes d'écoute qui existent. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous l'existence de ce contenu, de ce podcast. Il y en a beaucoup qui cherchent de l'information sur le cross-border. Je pense que dans cet échange, ils vont pouvoir trouver à la fois des réponses et surtout des motivations à se lancer. Messieurs, merci encore. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.